Sébastien Périmoni, donc de Solidarité et Progrès. Aujourd'hui, je me trouve donc avec nos sympathisants de Montpellier, ici donc à Montpellier, sur la place de l'Europe, où a lieu justement un contre-sommet qui se tient justement ce jour au lendemain du sommet Afrique-France, puisque Macron a réuni un sommet hier à Montpellier qu'il a renommé Afrique-France, évidemment pour ne pas le nommer France-Afrique, puisque tout le monde évidemment lui aurait reproché, pour soi-disant proposer un nouveau partenariat avec l'Afrique, une nouvelle vision commune, un nouveau partage. Et comme il l'a dit lui-même dans le rapport qui lui a été remis par Achille Mbembe, pour partager ensemble un nouvel imaginaire. Voilà, avec la diaspora, loin des chefs d'État, de la corruption, du passé, du colonialisme. Donc proposer un nouvel imaginaire. Donc évidemment tout ça est une vaste supercherie, une vaste escroquerie qui ont été dénoncées toute la journée. Donc ce matin à la Carmagnole, il y a eu plusieurs conférences donc avec Fanny Pigeot qui est l'auteur du livre sur l'histoire du franc CFA. Il y a eu également Madame Fanon Mendes France qui est venue dénoncer justement l'utilisation, l'escroquerie et l'utilisation de la diaspora en France pour justement capter les fonds de cette diaspora qui ne seront plus orientés vers l'Afrique, qui sont plus importants que l'aide au développement. En tout cas sur le sommet Afrique-France, et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a inversé, parce que normalement la France vient en premier puisque c'est elle qui reçoit. Donc il y a une espèce d'hypocrisie, déjà rien que dans l'intitulé. Et puis deuxième hypocrisie, c'est l'instrumentalisation de la diaspora, qui, alors que normalement ça aurait dû être les chefs d'État qui étaient là, comme ça se fait, puisqu'il y a déjà eu 28 sommets de ce type, dont on n'avait jamais parlé, personne n'en avait entendu parler, mais là on a fait du bruit pour la seule raison qu'on voulait renouveler la relation, alors donc on inverse les termes de la relation, mais ça ne change pas la relation, c'est toujours la même. Et on fait venir une diaspora qui d'ailleurs ne s'est pas privée d'avoir quelques mots assez durs, de tacler le président. Emmanuel Macron voulait se reconnecter aux nouvelles générations. Une jeunesse africaine qui, avant de vouloir parler d'avenir, appelle à demander pardon pour les crimes de la colonisation. On va le faire de plus en plus. Il serait une chimère que de vouloir un futur avec les plaies du passé. Monsieur le Président, ce passé est lourd et continue à peser sur nous. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Le président français s'y refuse une nouvelle fois. Vous sentez... Le pardon, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, je voudrais me délier. Et je ne crois pas à une politique de pardon, en tout cas dans le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique. Je crois à une politique de reconnaissance. Les échanges sont sans concession. Le chef de l'État ne s'attendait sans doute pas à être autant bousculé, comme lorsqu'une jeune malienne lui reproche sa politique au Sahel. Arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les enjeux, nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais après, vous ne pouvez pas me dire on doit avoir un dialogue équilibré, réciproque, et me dire dès que je vous parle avec le cœur et que je vous dis la vérité, je serai paternaliste. Je ne suis pas paternaliste, je suis sincère. Les explications s'enchaînent et les membres du panel réclament des changements dans les relations entre la France et les pays du continent. Fini le soutien aux régimes autoritaires, fini aussi l'aide au développement. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Emmanuel Macron en convient, il s'agira désormais d'investissement. Le président français annonce dans la foulée la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique. Enfin, l'engagement avait déjà été pris en 2018, la restitution des 26 œuvres pillées au palais d'Abomey. Elles seront rendues au Bénin à la fin du mois d'octobre. Évidemment, il a adoré ce genre d'exercice puisqu'il est assez à la fois arrogant, paternaliste et je dirais presque un peu de structure paranoïaque pour se plaire, se complaire dans la difficulté et après faire étalage, on m'a malmené, mais mon Dieu, j'ai tellement bien répondu, enfin, etc. Donc
tout ce genre de cinéma, de kermesse, puisque j'ai quand même écouté une bonne partie des face-à-face. Et je dois dire que j'ai été impressionnée par quelques questions qui étaient fort bien posées et sans aucune concession et qui ne s'en sont pas laissées compter. Par des personnes qui ne s'en sont pas laissées compter. Donc ça, c'était plutôt positif, mais en même temps... Et aujourd'hui, ce qui a manqué, il faut dire les choses, c'est-à-dire que les Africains en ont marre de la France-Afrique. Ça, c'est vrai. Mais les Français aussi en ont marre de Macron et de sa politique. On a marre de la politique des guerres soi-disant humanitaires, ces guerres d'intervention à l'extérieur, qui n'ont fait depuis la Libye jusqu'au Mali, jusqu'à l'ensemble du Sahel maintenant, que développer le terrorisme dans la région. Donc ce sentiment, on parle d'un sentiment anti-français dans le Sahel, c'est totalement faux. On a un sentiment d'un échec de la politique française en Afrique qui a fait que multiplier les attentats et le terrorisme. Donc c'est ça que les gens en ont marre sur place. Donc ce n'est pas un sentiment anti-français. Moi-même j'ai été au Mali en début d'année, soutenir le peuple malien qui soutient aussi le peuple français, les Gilets jaunes et tous ceux qui se battent contre Emmanuel Macron, contre Sarkozy avant, Hollande et tous les autres. Ça fait depuis 5 ans que nous marchons ici en France, nous les Gabonais d'abord. Nous les Gabonais, parce qu'il y a eu un hold-up électoral en 2016. C'était un énième hold-up par la famille Bongo, la même famille qui est soutenue par la France. Tous les présidents qui sont passés à l'Élysée ont soutenu la famille au pouvoir. On fait éterniser la famille Bongo. Donc le Gabon est une dictature. Le Gabon est gouverné par les Bongo. En 2009, il est revenu en 2016 et puis là, le 31 août, Sam il a recruté des personnes, donc une milice, des gens qui ont tué les Gabonais. Donc derrière moi là-bas, il y a la banderole qui représente des personnes malheureuses, des personnes qui ont été sauvagement abattues à l'arme de guerre. Donc le 31 août 2016, les Gabonais ont été abattus, tués comme des bêtes. Et nous avons décidé d'aller devant toute instance internationale. Nous sommes allés à l'UE, nous sommes allés partout. C'est vrai que nous avons eu des résolutions données par l'Union européenne. Mais depuis 2017, le 14 septembre 2017, qu'il y a eu ces résolutions. La 9 touchait directement la France, mais depuis que M. Emmanuel Macron est au pouvoir, il ne s'est jamais intéressé au cas Gabon. Donc nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que le pays des droits de l'homme, le président des pays des droits de l'homme, ne lève même pas le petit doigt, ne s'intéresse pas au cas Gabon. Mais que la diaspora, c'est des milliards d'euros chaque année qui partent vers le continent africain et qui échappent aussi bien au gouvernement français, enfin en tout cas au gouvernement des pays dans lesquels la diaspora est, et qui échappent aussi aux pays dans lesquels cet argent est envoyé, puisque ça sert soit pour les familles, soit pour des projets, soit pour créer des entreprises, mais qui échappent tout compte fait. Donc c'est de l'argent que le gouvernement français aimerait bien canaliser et utiliser, ce qui certainement à terme, parce qu'il faut savoir aussi, en tout cas en ce qui concerne la France, l'envoi des fonds par la diaspora est supérieur à celui de l'aide française au développement. Macron a proposé un fonds de financement d'ailleurs hier. D'ailleurs, l'aide française au développement, qui doit être normalement de 7% du budget, est à peine d'1%, c'est 0,8 je crois, ou quelque chose comme ça. Donc on voit bien l'intérêt financier, les yeux qui brillent avec les euros, on se fait gentil avec la diaspora, on va lui faciliter. Donc qu'est-ce qu'on nous propose? Une maison de la diaspora? Par qui sera-t-elle dirigée? Est-ce qu'elle sera dirigée par un blanc comme celui qui dirige la Fondation pour l'esclavage, comment il s'appelle, Jean-Baptiste Ayrault, alors que ça devrait être quelqu'un qui est concerné par cette histoire. Il y a même pas, il y a des historiens, il y a des gens qui travaillent, il y a des avocats qui travaillent depuis des années sur cette problématique des réparations après les crimes de génocide et contre l'humanité qui ont été la mise en esclavage, la traite transatlantique négrière, la colonisation et le colonialisme. Donc on a suffisamment
d'afro-descendants et d'Africains capables d'assumer un tel poste. Mais non, on va certainement nous mettre, d'une fois de plus, un blanc avec un aéropage de quelques afros autour. Une maison de la diaspora, donc un fonds pour la démocratie, quand on sait que notre propre démocratie n'est plus une démocratie, puisque avec des lois sur le séparatisme ou des lois contre le terrorisme, nous ne sommes plus dans une démocratie, puisque nos libertés publiques et privées sont fortement réduites, au point même que l'ONU s'en est inquiétée, et d'autres instances européennes aussi. Donc, M. Macron fait ce qu'on appelle poliment de la sodomisation de diptère. C'est tout, pour le dire poliment. Donc, franchement, je trouve que les jeunes hier ont été solides, ils devraient l'être encore plus, et ils sont sortis de là en disant, certains, j'ai entendu dire certains à la sortie, j'ai eu l'impression de me faire enfumer. Eh bien, je leur donne rendez-vous dans un an ou au prochain sommet et ils constateront que nous sommes tous enfumés par ce sommet et qu'il est absolument impossible puisque la relation France-Afrique elle est basée sur des accords militaires et commerciaux. C'est combien je fais d'argent, combien je peux tirer d'argent du continent africain. La France étant dans une perte de vitesse abyssale à tous les niveaux, que ce soit au niveau de sa position dans l'ordre des pays de puissance mondiale, au niveau économique, au niveau développement, etc. Donc, la France ne va rien gagner avec ça. Elle ne va pas pouvoir redorer son blason parce que les choses sont en train de changer. Ces jeunes qui étaient là hier, quand ils vont s'apercevoir qu'ils se sont fait avoir, vont certainement avoir des positions beaucoup plus critiques. Et puis, il oublie que la diaspora c'est une partie de la diaspora qu'il a pris. Cette diaspora, elle est beaucoup plus grande et qu'il y a tous les Africains derrière qui sont sur le continent et tous ces jeunes qui sont dans la rue et qui ne sont pas dans la rue seulement pour demander du pain ou du travail. Ils sont dans la rue pour demander la fin, le départ de la France entre autres, la fin de la colonisation, la fin des politiques néocoloniales, l'annulation des dettes, l'annulation de ces programmes d'ajustement structurel qui sont des véritables violations des droits, enfin, etc. etc. Donc, cette diaspora et cette jeunesse africaine, le jour où elle va vraiment décider de monter un cran au-dessus, je pense que la France, elle va finir par devoir sortir une main devant, une main derrière. Donc il faut quand même que Macron, qui est un petit Napoléon, qui n'a pas honte d'insulter certains présidents et qui n'a non plus pas honte de rehausser Napoléon alors qu'il a rétabli l'esclavage. Et il balaye ça d'un geste, d'une phrase même, en disant Napoléon fait partie de notre histoire. Mais je lui rappellerai, il a la mémoire courte. L'histoire de l'esclavage, l'histoire de la mise en esclavage, de la traite transatlantique, du commerce triangulaire et des génocides, etc., ça fait partie de notre histoire. Et pourquoi, quand il s'agit d'en parler, il refuse d'en parler? Et pourquoi est-ce qu'il refuse d'introduire une réflexion sérieuse, politique et collective sur la question des réparations pour ces crimes-là qui ont été impunis et qui ont permis que l'institution judiciaire institutionnalise l'impunité de tous ces criminels. Donc il est peut-être temps aussi de réfléchir à tout ça. Par ailleurs, le fait que la France soit au Mali, elle pose des questions assez intéressantes et elle pose essentiellement une question. C'est il y a une charte des Nations Unies qui dit dans son article 2, paragraphe 4, le droit à la paix, personne n'a le droit de porter la guerre dans un pays, sauf s'il est attaqué physiquement. Ce qui renvoie dans la même charte à l'article 52, ou 62, pardon, je me souviens plus exactement. La France n'est pas attaquée par le Mali, que je sache, d'accord? Le Mali a demandé à la France de venir, mais c'est pareil, tout ça parce que depuis 2005, on a poussé par M. Kouchner, ne l'oublions pas, on a une nouvelle loi, enfin un nouveau droit en droit international qui a été poussé par les Occidentaux, c'est la responsabilité de protéger. Et donc ça donne, le pays peut intervenir, un pays ami peut intervenir à la demande
d'un pays. Mais il faut quand même que ce soit validé par le Conseil de sécurité. Ça n'a pas été validé. L'intervention française, au départ, quand c'était l'intervention Serval, n'a pas été validée. Et donc, elle pose la question de cette hypocrisie et de cet instrument qui détruit le droit international, les fondamentaux du droit international, avec cette responsabilité de protéger. Donc ça pose cette question-là. Donc ça pose la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans les conflits. Donc c'est ça la vraie question du Mali. C'est pas... bien sûr, sur le terrain, il y a des questions particulières et le peuple malien dit que lui, il veut pouvoir parler avec les djihadistes. Mais c'est à lui de décider s'il veut parler ou s'il veut combattre les djihadistes. Pour l'instant, ils disent que la seule façon n'est pas militaire, la seule possibilité, c'est politique. Donc M. Macron ne l'entend pas, mais parce qu'il a tout intérêt, il a signé des accords militaires. Combien, effectivement, je pense que si on regarde précisément le budget afférent à Serval puis à Barkhane, on verra que c'est une rentrée d'argent non négligeable. Donc la France ne s'illustre à l'heure actuelle que par un mépris pour les peuples anciennement colonisés, un mépris pour l'Afrique, un mépris pour les afrodescendants qui se trouvent en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, un mépris pour les personnes qui viennent d'Algérie avec l'histoire des visas, un mépris total pour eux avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Donc avec l'ensemble du continent africain et de l'arc caraïbe, tout compte fait, M. Macron nous considère comme nous avons toujours été considérés, c'est-à-dire comme des non-êtres. Donc il exerce une colonialité du pouvoir qui est absolument indigne. Et si on veut récupérer notre dignité, si l'Afrique veut récupérer sa dignité, si la Caraïbe aussi, il faut bien qu'on regarde l'indignité commise par ceux qui nous occupent. Donc on est tout à fait, le contre-sommet a tout à fait sa place face à ce sommet de l'indignité, parce que c'est le sommet de l'indigne. Donc voilà. Ce qui manque, que ce soit dans ces manifestations anticoloniales ou ce qu'on a vu hier avec le néocolonialisme, c'est une perspective. Et c'est ça que nous, on apporte à Solidarité et Progrès. Cette perspective, comme vous pouvez le voir ici, ce qu'on est venu dire, c'est que ce qui manque, c'est les grands projets. Inscrire l'Afrique dans les nouvelles routes de la soie, déjà. Ensuite, lancer des programmes d'infrastructure, comme on peut le voir ici, le projet Africa Rail, pour développer tout un ensemble de projets de chemin de fer, une boucle ici entre Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou, Lomé, désenclaver toute cette région. Il faut savoir qu'au Mali, au Niger et dans tous ces pays-là aujourd'hui, il n'y a pas un seul kilomètre de chemin de fer à grande vitesse. Vous avez ci-dessous aussi une des plus graves crises humanitaires du monde, 30 millions de personnes déplacées dans l'insécurité alimentaire autour du lac Tchad qui est en train de mourir. Donc il existe un projet qu'on appelle le Transalpoi que nous avons toujours soutenu pour développer l'ensemble de la région jusqu'au bassin du Congo et permettre de créer des canaux, des zones agro-industrielles, de développement, des corridors de développement incluant l'électricité, l'eau, les chemins de fer, les autoroutes. Et enfin, vous voyez aussi ici en bas un autre projet qui est très intéressant, qui est le projet Soulaya Amani, qui veut dire le visage de la paix, qui a pour but de connecter justement les canals à l'est du Congo, qui est une des régions qui subit la guerre depuis une trentaine d'années, et qui permettrait justement de redonner du travail aux gens, alors qu'aujourd'hui vous avez, selon le dernier rapport de l'ONU, plus d'une vingtaine, entre 20 et 40 femmes qui se font violer tous les jours dans le cadre des guerres qui se posent sur la question. Et évidemment, inscrire l'Afrique dans un plus grand projet. L'Afrique n'est pas seule dans le monde. L'inscrire justement dans des corridors de développement. Aujourd'hui, on sait que toute la région autour du Pakistan, avec ce qui s'est passé, sont en train de se lancer pour rejoindre les nouvelles routes de la soie. Donc connecter ça à l'Afrique pour avoir un développement gagnant-gagnant, un développement mutuel sur l'ensemble du continent eurasiatique et évidemment sur l'ensemble du continent. On sait que l'Union africaine travaille déjà sur un plan pour relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse.
Il y a déjà des projets qui ont été faits au Kenya, entre Nairobi et Mombasa, des projets entre Addis Abeba et Djibouti. Mais évidemment, la zone qui est contrôlée par la France, par le franc CFA, par les accords militaires, ce qui fait que les pays d'Afrique francophone n'ont ni armée ni monnaie, et ça c'est vraiment le drame de la région. Sur les 14 pays aujourd'hui dans le monde qui ont le franc CFA, ces 14 pays sont dans les 30 pays les plus pauvres de la planète. Ces pays n'ont ni infrastructure, ni eau potable, ni école, ni rien du tout. C'est ce qu'on est venu dénoncer certes, mais aussi proposer, c'est ça le rôle de notre organisation, c'est ça le rôle de Solidarité et Progrès. Et donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et il m'arrive souvent de voir les émissions Les routes de l'impossible, et c'est quand même assez affreux de voir que pour faire 600 km, il leur faut parfois un mois, avec des véhicules qui sont plus près de la casse qu'autre chose, et malgré tout ils arrivent à avancer, et ce serait quand même beaucoup plus facile pour eux avec de vraies routes bitumées comme nous on peut avoir. Voilà, donc j'espère que les Africains, les Français, la diaspora en France va aussi pousser vers ces projets, vers ce genre de projet. Merci. Alors nous avons décidé que peu importe le temps que ça nous prendra, ça fait 5 ans, nous allons continuer à interpeller M. Emmanuel Macron, nous allons continuer à interpeller l'Élysée. Donc nous avons commencé avec M. Hollande, il est parti. Ensuite, M. Emmanuel Macron, certainement l'année prochaine, il partira. Il y aura un nouveau président qui va nous trouver dans les rues de Paris, à Trocadéro. Et nous marchons souvent une fois par mois, Trocadéro, ambassade du Gabon, dans le Ralnag, donc au Ralnag. Voilà. Donc nous n'allons pas lâcher parce que c'est nos droits qui sont bafoués. Tant que nous savons que nous préservons notre dignité, nous voulons nous aussi bien vivre. Tant que nous savons que ce que nous réclamons est légitime, nous ne pouvons pas reculer.